Bonjour. Hier, jeudi 11 février 2016, s'est tenue une conférence de presse scientifique d'une portée extraordinaire. Une annonce éblouissante a été faite et la conférence de presse a commencé par ces mots: Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Mesdames et messieurs, nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous l'avons fait. Cette annonce a provoqué une vague d'éblouissement, d'émotion aussi beaucoup dans le monde scientifique. En moi, ça c'est sûr, j'étais vraiment, non pas excité, mais presque impressionné par cette nouvelle qu'on attendait. Tout le monde savait, enfin les physiciens savaient que cette annonce devait arriver avec l'existence de nouveaux détecteurs qui étaient mis au point tout récemment. Nous savions que dans les quelques années qui venaient, en tout cas dans la décennie à venir, une telle annonce serait faite parce que nous pensions vraiment que la sensibilité atteinte par les nouveaux détecteurs permettrait de détecter les ondes gravitationnelles dont par ailleurs personne ne doutait qu'elles existaient. Mais tout de même, et je ne sais pas vraiment pourquoi, cette annonce a provoqué une vague d'émotion ou simplement de bonheur difficile à décrire, mais comme c'est quand même pas tous les jours qu'on a des annonces de ce type, je voulais en dire quelques mots, peut-être pour faire comprendre un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est pas si simple à vrai dire. Donc, dans onde gravitationnelle, il y a onde et il y a gravitation. Chacun sait ce qu'est une onde, chacun sait ce qu'est la gravitation, l'attraction des masses entre elles. Une masse attire une autre masse, et évidemment réciproquement. Mais pour comprendre ce qu'est une onde gravitationnelle, il faut avoir une petite idée de la manière dont la physique d'aujourd'hui comprend cette force de gravitation, qui est très différente de la manière dont on la comprenait il y a quelques siècles. Vous savez sans doute que Newton a formulé la loi de la gravitation universelle au XVIIe siècle, et que cette loi a permis effectivement de comprendre comment les corps gravitent, les corps célestes gravitent les uns autour des autres, et de comprendre que la force qui fait tomber un corps qu'on lâche dans le champ d'attraction terrestre, le champ de pesanteur terrestre, est la même que la force qui fait tourner les planètes autour des étoiles ou les satellites comme la Lune autour de la Terre, etc. Bien. Mais notre compréhension de la gravitation a été révisée profondément avec l'introduction de la théorie de la relativité générale en 1915 par Albert Einstein. Et cette théorie est un peu compliquée à comprendre d'un point de vue mathématique, mais il faut en avoir une petite idée pour comprendre ce que sont les ondes gravitationnelles. Alors, avant de revenir à la gravitation, je vais juste rappeler quelques éléments très simple sur les ondes. Donc chacun sait ce qu'est une onde, un phénomène ondulatoire, c'est quelque chose qui oscille avec le temps et qui se propage dans l'espace. Bien. Alors des ondes, il peut y en avoir de tout type. On peut penser à une onde sur la mer, une vague. Une vague, si on est en un point, lorsque un réseau de vagues passe en un point, et bien si vous avez un bouchon, il monte, il oscille comme ceci. Et puis en même temps, l'onde se propage à la surface de la mer. Donc ces ondes sont des ondes de déformation ou de changement de hauteur du niveau de la mer. Et voici un type d'onde. Un autre type d'onde, c'est par exemple le son, qui fait que lorsque je parle, en fait, ce qui se passe, c'est que je déplace, enfin, au niveau de mon larynx, il y a un déplacement de l'air qui vient comprimer un petit peu la couche d'air immédiatement voisine. Et puis cette compression, du coup, fait qu'il va y avoir, ça a envie de dilater, donc la couche qui avait poussé est ramenée là où elle était, mais cette pression pousse aussi la zone suivante, et du coup ça fait une surpression dans la zone suivante qui va pousser un petit peu plus, et donc finalement cette surpression locale que l'on introduit va se propager de proche en proche comme ça, par l'action de la force de pression qui met en mouvement les masses d'air voisines. Autre type d'onde, sur une corde tendue, si on provoque une petite déformation, c'est-à-dire qu'on modifie la hauteur par rapport à la hauteur d'équilibre qui est simplement la hauteur de la corde tendue, eh bien, en montant cette corde, eh bien, vous allez avoir une force de rappel qui est produite par la tension de la corde elle-même. Donc la partie
montée va être ramenée à sa position d'équilibre, avec une certaine vitesse, du coup elle va aller un peu plus bas, mais du coup ça va provoquer le déplacement de la corde un peu à côté, et puis un peu à côté, et donc vous allez avoir une onde qui se propage le long de la corde. Bref, une perturbation locale induit une perturbation dans le milieu voisin, et les propriétés élastiques, c'est-à-dire le fait que le corps déformé a envie de reprendre sa position d'équilibre, fait que vous allez avoir comme ceci un retour à la position d'équilibre tout en induisant une propagation dans le milieu environnant. Alors, dans le cas des ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est qui vibre ? Alors c'est là que tout se complique, c'est qu'il n'y a pas de milieu qui vibre. Alors on entend souvent, on lit dans la presse, on voit dans les simulations que lors d'une onde gravitationnelle, ce qui vibre, alors on nous dit, c'est le tissu de l'espace-temps. Alors, et puis on représente, vous avez dû voir ces espèces de grilles où on voit une espèce de trame spatio-temporelle qui va se déformer au passage d'une onde. Donc cette image est très très bonne pour se représenter les choses, pour comment dire, affûter notre intuition. Elle est très très bonne cette image quand on sait déjà un peu de quoi il s'agit. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est un peu dangereux parce que ça peut donner des fausses idées. En réalité, quand on parle du tissu de l'espace-temps qui se déforme, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de tissu de l'espace-temps. C'est-à-dire, c'est justement pas quelque chose de matériel avec une élasticité comme le tissu d'une nappe sur laquelle vous propagez une onde. Vous avez une nappe tendue, vous faites une déformation. Effectivement, ce tissu va se déformer. Ça va peut-être se réfléchir sur les bords. Il va y avoir tout un tas de choses liées à la déformation initiale. Bref, des ondes se propagent en effet. Mais là, il y a un tissu. Dans l'espace-temps, il n'y a pas de tissu. Alors, qu'est-ce que c'est qui se déforme? Qu'est-ce que c'est qui varie? Et comment la chose se propage de proche en proche pour en faire une onde de plein droit. Alors, c'est là qu'il faut introduire une notion un peu délicate qu'on appelle la métrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la métrique, même si c'est la notion clé, en l'occurrence en relativité générale, mais je veux simplement dire un mot pour faire comprendre que la manière dont on détermine la distance entre deux points est quelque chose qui n'est pas aussi trivial qu'il le semble. On peut représenter l'espace, effectivement, à travers des coordonnées. C'est-à-dire, si je prends ici le point 0, je peux dire qu'ici, il y a le point 1, 2, 3, et puis là, 1, 2, 3, et je peux déterminer donc que ce point-ci, par exemple, a pour coordonnées 1, d'abord 1, puis 2. Je vais le noter comme ceci, 1, 2. Ce point-là a pour coordonnées 1 puis 1, excusez-moi. Ce point-là est à 3 dans ce sens-là, et puis 2 dans ce sens-là. Voilà. Donc à chaque point de ce plan, dans cette trame de coordonnées, est associé deux nombres qui sont ces coordonnées. Si dans l'espace à 3 dimensions, il faut 3 coordonnées, dans l'espace à 4 dimensions, il en faut 4. Bref, vous avez des coordonnées qui définissent des positions. Mais la question se pose ensuite, comment déterminer la distance entre deux points dont vous connaissez les coordonnées? Donc les coordonnées définissent les points dont on parle, mais comment déterminer la distance entre ces points? Quelle est la relation entre les positions définies par les coordonnées et les distances? Quelle est donc la relation entre les coordonnées des points et les distances? Eh bien, ce qui détermine cette relation, c'est précisément la métrique. Et jusqu'au 19e siècle, on pensait que, on avait une approche de l'espace-temps qui nous faisait considérer la question comment relier les coordonnées aux distances de façon totalement, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, qui nous faisait considérer cette relation entre donc, les coordonnées et les distances comme quelque chose de tout à fait simple. C'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, donc résumée par Euclide il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Et cette géométrie se caractérise par exemple par ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, qui vous dit que la distance entre ces deux points-là, vous avez tracé ici un triangle rectangle. Cette distance, théorème de Pythagore vous dit que cette distance au carré, l'hypoténuse, est égale à cette distance au carré plus cette distance au carré.
peu importe la formule mathématique précise, mais vous avez une relation entre les distances et les coordonnées qui est extrêmement bien définie et qui est immuable, qui ne dépend de rien, c'est la géométrie elle-même. Bien. Mais ce qu'on a découvert au XIXe siècle, c'est qu'il pouvait y avoir des géométries plus complexes dans lesquelles les distances se calculaient de façon moins simple, moins automatique, moins universelle. Et la grande découverte du début du XXe siècle, qui a mené donc à qui est la théorie de la relativité générale, c'est qu'en réalité, notre espace-temps, l'espace associé au temps, n'a pas une géométrie qui est la géométrie simple, naturelle, intuitive, qui est la géométrie des Grecs, et qui nous a accompagnés jusqu'au XIXe siècle. Donc, en réalité, la géométrie de notre monde n'est pas cette géométrie simple. Mais alors, quelle est-elle? Eh bien, la théorie de la relativité générale nous dit comment la géométrie, au sens de la manière de déterminer des distances entre les points, dépend du contenu matériel du monde. Autrement dit, ce qui va déterminer la distance entre deux positions données est une propriété de l'espace elle-même, et cette propriété-là dépend du contenu matériel du monde. Si vous avez une masse quelque part, cela affecte la manière cela affecte la distance existant entre deux points de coordonnées voisines. S'il y a une masse ou s'il n'y en a pas, deux points de même coordonnées vont pas avoir la même distance entre elles. Ça paraît un peu fou, peut-être que c'est même un peu trop abstrait pour que ça vous parle réellement, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a en chaque point de l'espace une certaine grandeur, une certaine chose, qu'on appelle tenseur métrique en l'occurrence, mais peu importe sa nature mathématique, il y a une certaine chose en chaque point de l'espace qui dit comment les distances s'établissent entre les points. Voilà. Donc c'est ça vraiment la clé. Il y a quelque chose en chaque point de l'univers, en chaque point du monde de l'espace, qui dit comment s'établissent les distances entre deux points. Eh bien, c'est cette chose-là qui varie, qui oscille, qui fluctue lorsqu'une onde, une onde gravitationnelle se propage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez deux points, bon, je refais essentiellement le même dessin, si vous avez deux points de coordonnées fixes, la distance entre ces deux points peut varier parce que cette chose qui définit comment se déterminent les distances peut varier. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pour ça, c'est pas du tout un tissu, encore une fois, c'est cette chose qui dit comment les distances s'établissent, cette chose-là, elle-même fluctue. Comment, pourquoi, c'est tout l'objet de la relativité générale, mais donc le point clé, c'est qu'effectivement, la présence des masses modifie cette façon d'établir les distances. C'est pour ça que la théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation, c'est-à-dire que, en fait, on a compris que lorsqu'un corps attire un autre corps, il n'y a pas une action comme ça entre les corps. Chaque corps ignore l'autre corps. Ils sont à distance. C'est impossible qu'il y ait cette action à distance. Newton, d'ailleurs, l'avait compris et ça le gênait dans sa théorie. En réalité, ce qui se passe lorsque deux corps s'attirent, c'est que vous avez un corps, chaque corps déforme, non pas le tissu de l'espace-temps, mais déforme cette métrique, modifie cette métrique, c'est-à-dire modifie la façon dont les distances s'établissent. Et par conséquent, dans cet espace modifié par la présence d'un corps, l'autre corps évolue dans un espace dont la manière d'établir les distances est différente, et donc sa trajectoire va en être affectée, parce que la trajectoire, c'est passer d'une coordonnée à une autre, à une autre, à une autre. Et donc si la manière dont les distances sont liées aux coordonnées varie, eh bien la trajectoire va varier. Évidemment, on dit comme ça, c'est très abstrait, mais en réalité, la théorie de la relativité générale montre comment les masses affectent
cette métrique, cette façon d'établir des distances, et dans cette façon se trouve encodée la loi de gravitation qui est aujourd'hui la gravitation décrite par la relativité générale. Bref, Einstein nous a donné une théorie de l'espace-temps qui est une théorie de la gravitation. Il se trouve que c'est une théorie de la gravitation, c'est presque par hasard, mais pourquoi c'est important pour notre propos d'aujourd'hui, c'est que comment produire une modification de cette métrique? Il suffit de déplacer une masse. Si vous déplacez une masse, eh bien évidemment, ça va l'action de cette masse sur le tissu de l'espace-temps, donc sur cette façon de mesurer les distances, va passer d'ici à là, de l'ancienne position à la nouvelle position. Bref, vous allez modifier cette métrique. Et donc, en fait, à chaque fois, et en modifiant cette métrique, vous allez modifier ce qu'il y a autour, puis autour, et donc ça va se propager comme une onde. Alors, la manière dont une modification locale se répercute dans le voisinage de telle façon à ce que se propage une onde, c'est ce que nous dit la théorie de la relativité générale. Donc, si on résume tout ça en quelques mots, la présence d'une masse quelque part affecte la manière dont les distances se calculent en son voisinage, et le déplacement d'une masse, plus exactement l'accélération d'une masse, donc modifie cette métrique et entraîne la propagation d'une onde. Autrement dit, à chaque fois que vous avez une masse qui est accélérée, c'est-à-dire si je fais ça, je suis en train de générer une onde gravitationnelle. Donc il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans les ondes gravitationnelles elles-mêmes. C'est en permanence, il y a des ondes gravitationnelles dès qu'un corps se trouve accéléré, eh bien il émet des ondes gravitationnelles. Mais le point clé, c'est que ces ondes gravitationnelles, donc ces perturbations de la manière dont on détermine les distances, sont extrêmement petites, d'extrêmement faible amplitude. C'est-à-dire ça change quasiment rien, à moins d'avoir une accélération colossale pour une masse colossale. Et donc, la raison pour laquelle on est finalement parvenu à détecter les ondes gravitationnelles, c'est qu'il existe dans l'univers des systèmes dans lesquels des masses colossales subissent des accélérations colossales. Et pour faire ça, le système qui a été détecté, c'est un système, en l'occurrence de deux trous noirs. C'est pas les seules choses qui pourraient faire des ondes gravitationnelles détectables, mais ça fait partie des candidats dont nous savions qu'ils devaient générer des ondes gravitationnelles détectables. Vous avez un trou noir, je représente comme du blanc ici. Ce trou, alors, prenons un trou noir comme ça, et puis un autre ici. Alors, mettons que ce trou noir avance comme ceci, et celui-ci comme ceci. Imaginons que ce sont des corps matériels, parce que après tout, c'est ça quand même. Du fait de l'attraction de ce trou noir par celui-ci, il y a une force qui s'exerce comme ça, et donc ce trou noir va avoir sa trajectoire défléchie pour aller vers l'autre trou noir. Mais l'autre trou noir est aussi en train d'avancer, et lui-même est attiré par ce trou noir. S'il n'y avait pas ce trou noir, celui-là irait tout droit, mais il y a ce trou noir, donc il est attiré comme ceci. Mais le temps qu'il soit là, celui-là est déjà passé là. Donc en fait, ce qui va s'établir, c'est que vous allez avoir une rotation, une orbite de ce trou noir autour et de celui-ci autour de leur centre commun. Donc vous allez avoir, si vous regardez d'un peu loin, vous allez avoir deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Et comme cette accélération des trous noirs modifie évidemment la position des masses, ça va créer dans l'environnement de ces trous noirs une perturbation de la manière dont on établit les distances, donc une perturbation de la métrique, ce qu'on appelle la métrique, et cette perturbation va se propager dans l'espace. Seulement, dans cette perturbation, même si elle est très très faible, il y a de l'énergie. Et comme il y a de l'énergie, ça veut dire que le système des trous noirs perd de l'énergie, car globalement l'énergie se conserve. Donc si de l'énergie est émise sous forme d'onde gravitationnelle, alors l'énergie du système des deux trous noirs en rotation l'un autour de l'autre diminue. Et si cette énergie diminue, eh bien, vous allez avoir des trous noirs qui vont se rapprocher de plus en plus. En perdant de l'énergie, ils vont se rapprocher de plus en plus, et plus ils sont proches, plus leur accélération va être grande,
plus ils vont perdre d'énergie dans les ondes gravitationnelles, et donc plus ils vont se rapprocher encore, et à un moment, c'est fatal, ils vont coalescer, ils vont former plus qu'un seul corps, et donc c'est ça qu'on a observé, deux trous noirs, en l'occurrence un trou noir de masse 29 fois la masse du Soleil, et l'autre de masse 36 fois la masse du Soleil, on note comme ceci la masse du Soleil, peu importe, qui ont coalescé pour former un trou noir de 62 masses solaires. Alors si vous faites le compte, 29 plus 36, ça fait pas 62, ça fait 65. Et donc, il manque 3 masses solaires. Eh bien, les 3 masses solaires qu'il manque, c'est précisément l'énergie qui a été rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. C'est absolument colossal. Vous savez que E égale mc2 et que donc la masse, c'est de l'énergie, peut en tout cas se convertir en énergie. Eh bien, dans ce processus, l'équivalent de 3 masses solaires en masse. Alors, une masse solaire, c'est la masse du Soleil, hein, pardon, je ne l'ai pas peut-être précisé. La masse du Soleil, c'est 10 puissance 30 kg. Bref, c'est colossal. Et convertir toute cette masse en énergie pure, c'est absolument monstrueux. Enfin, c'est vraiment colossal. En fait, si vous avez suivi la conférence de presse hier, la personne qui présentait ça avait fait le calcul pour nous. Pendant les quelques millisecondes qu'a duré l'émission de ces ondes gravitationnelles, en fait, la puissance rayonnée, la puissance d'énergie rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles a été équivalente à 50 fois la puissance rayonnée par toutes les étoiles de toutes les galaxies partout dans l'univers. C'est absolument gigantesque. Et c'est pour ça que, bien que cet événement se soit produit à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous, donc il y a 1 milliard d'années, soit dit en passant, donc bien qu'il se soit produit si loin et que du coup il ait distribué son énergie sur un volume absolument colossal, d'accord, des milliards d'années-lumière, on a quand même pu détecter, on a quand même pu récolter un petit bout de cette énergie sous forme d'oscillation de cette métrique, de ce tissu d'espace-temps entre guillemets, pour pouvoir le détecter et en déduire tout ce qui s'était passé, ce qui s'était passé lors de cette coalescence. Voilà, donc en fait, donc à chaque fois, les ondes gravitationnelles sont émises tout au long du processus. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil émet des ondes gravitationnelles, mais d'une amplitude tellement faible que c'est même pas la peine d'en parler, c'est totalement négligeable, même pour la détermination de la trajectoire de la Terre. Le système Terre-Soleil perd un peu d'énergie, et donc la Terre se rapproche un peu du Soleil, mais de tellement peu, c'est tellement sous-dominant par rapport à plein d'autres phénomènes qui sont susceptibles d'affecter cette trajectoire, c'est vraiment, vraiment totalement négligeable. Il n'y a que dans les tout derniers moments de cette rotation des trous noirs l'un sur l'autre, juste avant la coalescence, que l'accélération est telle entre ces trous noirs que des ondes gravitationnelles d'intensité un tant soit peu significative peuvent être émises. Bien. Alors, dernier point, comment a-t-on détecté ces ondes? Parce que c'est vraiment fascinant. Il faut réaliser que ces ondes gravitationnelles, qui sont donc des ondes de variation de façon de mesurer les distances, si vous voulez, ou pas de façon de mesurer les distances, c'est des variations de la distance qui existe entre deux points qui ne bougeraient pas. C'est-à-dire, vos deux points ne bougent pas, mais leur distance varie. Alors, il y a un problème de définition des mots. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas bouger? Est-ce que ça veut dire garder des coordonnées fixes ou est-ce que ça veut dire garder des distances fixes? Alors si on dit que ne pas bouger, c'est rester aux mêmes coordonnées, être qui définissent les positions, donc vous restez aux mêmes positions, mais la distance va varier parce que vous avez la manière d'établir les distances, ce qui est une propriété de l'espace, va varier au passage de cette onde. Donc, qu'est-ce que je disais? Entre deux points, la distance entre ces deux points a légèrement varié au passage de cette onde, parce que c'est ça une onde gravitationnelle. C'est une modification de la manière d'établir les distances. Par conséquent, si on est capable de mesurer la distance entre deux points avant que passe l'onde et pendant que passe l'onde, on va voir que cette distance varie. Sauf que les ondes gravitationnelles sont d'extrêmement faible intensité et la variation relative
de la distance entre les corps est de l'ordre de 10 puissance moins 21. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la distance ici entre les deux points, par exemple, c'est la distance, on va dire, entre la Terre et le Soleil, donc ça c'est quand même 150 millions de kilomètres. Pour une distance de 150 millions de kilomètres, la variation au passage de l'onde gravitationnelle qui a été détectée n'est que de 1,5 angstrom, c'est-à-dire la taille d'un atome. Donc sur la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, la variation de la distance n'a été que de la taille d'un atome. Comment mesurer ça? Ça paraît complètement fou, c'est complètement fou, mais ça a été fait. Comment? À travers l'interférence de la lumière, l'interférence de rayons lumineux générés par des lasers dans cette expérience LIGO, là-dessus c'est intéressant, dans cette expérience LIGO aux États-Unis, mais Virgo, qui est l'expérience dominante européenne, va pas tarder à faire la même chose et va aussi détecter les ondes gravitationnelles. C'est un fait, parce que l'instrument est fait pour ça et qu'il y a des ondes gravitationnelles dans l'univers. Donc très bientôt, on va détecter ce genre de choses à foison. Hein. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez une source de lumière, en fait, qui émet une lumière très cohérente, donc un laser, qui va émettre de la lumière. Et puis, cette lumière, on la fait tomber sur ce qu'on appelle une lame semi-réfléchissante, enfin, en version sophistiquée, qui va en fait essentiellement diviser la lumière en deux. C'est-à-dire que la lumière qui arrive, il y a une partie qui traverse, disons 50% traverse, et 50% est réfléchie comme si c'était un miroir. Donc c'est un semi-miroir. Et puis, donc, cette lumière qui arrive ici, il y a une partie qui traverse, une partie qui est réfléchie. Et puis on arrive sur un miroir, ici, de sorte que cette lumière se réfléchit, et donc revient. Là, de même, on met un miroir, de sorte que la lumière revient. Et puis, cette lumière qui revient, elle arrive sur cette lame. Alors à nouveau, cette lame a la propriété de, pour faire passer la lumière. J'aurais dû prendre des couleurs différentes ici. Donc la partie qui avait été réfléchie, ici, qui vient réfléchir là et qui redescend. Donc la partie qui a été transmise est réfléchie ici, et donc il y a une partie qui traverse. Et puis l'autre partie est réfléchie comme si ceci était un miroir. Voilà. La partie maintenant qui avait été réfléchie par ce dispositif, qui vient rebondir ici, enfin être réfléchie par ce miroir, revient là. Donc il y a une partie qui est réfléchie, et puis une partie qui est transmise. Voilà. Et donc maintenant, si vous mettez un détecteur ici, vous allez voir ici la superposition de l'onde verte et de l'onde rouge. Le laser, la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc vous avez la superposition, pardon, je vais le faire comme ça, il y en a une verte et une rouge. Et alors, suivant le déphasage entre les deux, si vous avez la rouge qui arrive en opposition de phase, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crête sur la verte, vous avez un creux sur la rouge, puis quand c'est le creux sur la verte, vous avez la crête sur le rouge, hein, par rapport à leur vibration moyenne ici, eh bien, si vous faites la somme des deux vibrations, vous allez avoir en fait 0 tout le temps. C'est-à-dire que si le déphasage ici entre les ondes est tel que... quand arrive une crête pour l'une, arrive un creux pour l'autre, vous allez en fait avoir pas de lumière du tout ici. Parce que le plus annule le moins. La somme des deux fera 0 tout le temps. Alors comment faire en sorte qu'on ait ce déphasage-là? Eh bien, le déphasage de l'onde dépend de la distance parcourue. Ah oui, parce qu'au fil du temps, l'onde progresse comme ceci, et donc, suivant où vous êtes en aval de l'onde, eh bien, vous allez avoir une phase ou une autre. D'accord? Donc, si vous calculez bien, si vous ajustez bien les distances entre les chemins parcourus par le rayon vert et celles parcourues par le rayon rouge, vous allez pouvoir vous débrouiller effectivement pour qu'il y ait exactement une crête en face d'un creux, et donc pour qu'il n'y ait pas de lumière. Tout ça dépend simplement de la distance sur les deux bras de cet interféromètre qu'on appelle interféromètre de Michelson. Et donc c'est très simple, vous réglez votre appareil pour qu'il n'y ait pas de lumière. Seulement quand passe une onde gravitationnelle,
eh bien, sans que rien ne change, sans que les positions de ces miroirs bougent, sans que le laser bouge, sans que rien ne bouge, la distance entre deux points varie. Et donc, la distance à parcourir par la lumière va augmenter, puis diminuer. Au passage de l'onde, elle va osciller comme ceci. Et par conséquent, les ondes qui étaient en phase et qui produisaient donc pas de lumière, en opposition de phase et qui ne produisaient pas de lumière, vont cesser d'être en opposition de phase parfaite et vous allez commencer à avoir un peu de lumière. Et donc, si vous détectez de la lumière, c'est que la distance a varié. Et donc, vous en déduisez, alors que les corps n'ont pas bougé, que la distance a effectivement varié, et donc il est passé une onde gravitationnelle. Alors, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens où, en réalité, la distance ici entre le miroir et cette lame-là ne cesse de bouger, ne serait-ce que par l'agitation thermique. Ne serait-ce que parce qu'il y a des ondes sismiques partout. Si vous tapez du pied par terre à 50 km de là, ça va se répercuter à peine. Mais je vous rappelle que sur une distance Terre-Soleil, il suffit que ça bouge de la taille d'un atome pour perturber complètement la mesure. Donc il faut des trésors d'ingénuité technique et technologique pour arriver à avoir un contrôle de la longueur parcourue le long de ces deux chemins qui soit plus faible que le millionième de la taille d'un atome. C'est absolument sidérant. Je ne rentrerai pas dans les détails de la manière dont c'est fait, mais il faut quand même vous faire sentir un petit peu en quoi c'est une prouesse de faire ça. C'est-à-dire que on se débrouille pour avoir ici une grande longueur, déjà, je crois que c'est 1,5 km à LIGO, donc c'est de l'ordre du kilomètre. D'abord, on se débrouille, on met des miroirs pour faire plusieurs fois l'aller-retour. Je crois que ça fait 75 fois l'aller-retour, donc déjà, en fait, c'est un peu plus de 100 km en réalité. Et vous allez détecter des toutes petites variations, des tout petits déphasages. Mais si, en fait, la manière dont pourquoi on est certain d'avoir détecté ces ondes gravitationnelles, c'est que la forme de ces ondes, la manière dont varie la métrique, la manière dont varie la distance en fonction du temps, vous avez peut-être vu ce schéma, qui est quelque chose qui s'amplifie comme ça, entre deux crêtes, ça se rapproche de plus en plus parce que les trous noirs tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre, de telle sorte que la fréquence de rotation augmente, et puis l'intensité augmente parce que l'accélération est de plus en plus grande. Bref, la manière dont ce signal de variation de distance évolue dans le temps et en intensité, c'est ça qui permet d'attester que ce sont bien deux trous noirs et de déterminer la masse des trous noirs impliqués et également, compte tenu de leur amplitude, la distance à laquelle la chose s'est produite. Bref, le détail de l'analyse physique et mathématique de ces signaux est très important. C'est d'ailleurs des calculs très très compliqués qui conduisent à prédire ce type de forme, de façon à les reconnaître dans les signaux mesurés, qui sont des signaux extrêmement délicats en eux-mêmes à identifier. Et si on ne connaissait pas la forme des signaux qu'on cherche, on ne pourrait pas l'identifier précisément dans les données. Bref, c'est un travail gigantesque, ça fait 100 ans qu'on connaît la relativité générale, ça fait pas 100 ans qu'on fait ce genre de calcul. Il faut savoir que ces calculs de forme d'ondes gravitationnelles émises nécessitent l'emploi de supercalculateurs et n'ont pu être accessibles que de façon très récente. Il faudrait saluer d'ailleurs la contribution de gens comme Thibaut Damour ou Nathalie Deruel, d'ailleurs qui était ma prof de relativité générale à l'école normale supérieure il y a quelques années, j'ose pas en parler. Des gens comme ça qui ont énormément contribué à rendre ces calculs possibles sur le plan théorique, analytique. Et puis après, il y a eu énormément de travaux pour associer ces calculs analytiques à des simulations sur ordinateur, qui sont simulations sur ordinateur, c'est pas juste je mets les équations puis j'attends de voir ce qui se passe. C'est extrêmement compliqué, il faut une maîtrise théorique profonde pour arriver à guider l'ordinateur, pour arriver à faire ces calculs en un temps raisonnable. C'est vraiment extrêmement compliqué, c'est un accomplissement majeur de toute la communauté scientifique, enfin en tout cas de tous les théoriciens, les numériciens et les expérimentateurs qui travaillent sur ces ondes gravitationnelles depuis des décennies. Et donc cette annonce hier, donc 11 février 2016,
de cette découverte est vraiment, vraiment éblouissante. Alors, en fait, cette onde, enfin, cette coalescence de deux trous noirs qui a été, il a été fait état hier, a eu lieu, en fait, le 14 septembre 2015. Et donc, cette date est une date importante dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des sciences en tout cas, puisque donc le 14 septembre 2015 a été observé pour la première fois un signal d'onde gravitationnelle provenant en l'occurrence de la coalescence de deux trous noirs de masse respective, 29 fois la masse du Soleil et 36 fois la masse du Soleil. Vraiment, d'avoir détecté ça, c'est éblouissant, c'est extraordinaire, d'avoir pu faire ça techniquement, c'est juste fou. Et alors, qu'est-ce que ça implique d'avoir détecté ces ondes ? En elles-mêmes, bon, on savait que les ondes gravitationnelles existaient, ça n'est pas l'ombre d'un doute, c'est pas tellement ça. Bien sûr, ça confirme, une fois de plus, de façon très directe, la théorie de la relativité générale, en tout cas, la validité de la relativité générale dans un domaine très étendu. Mais surtout, ça ouvre une nouvelle fenêtre sur le ciel, puisque maintenant, on va pouvoir obtenir des informations sur des événements qui se produisent dans le cosmos à travers l'observation de ces ondes gravitationnelles, et pas seulement à travers l'observation des photons, de la lumière, que ce soit la lumière visible ou des ondes radio, des rayons X ou des rayons gamma, ça c'est juste de la lumière. Maintenant, on a accès à ces ondes gravitationnelles en plus. Alors, on a d'autres messagers encore du cosmos, donc c'est l'approche globale de l'astronomie multimessager qui est confortée par cette annonce, par cette réalisation, par cet accomplissement majeur. Donc les messagers cosmiques qui nous intéressent sont évidemment les photons, comme je l'ai dit, la lumière, les neutrinos aussi, qu'on commence à savoir détecter. Essentiellement l'an dernier a été l'ouverture d'une nouvelle phase pour cette astronomie neutrino. Les rayons cosmiques, dont je parlerai un autre jour, qui est mon sujet de recherche principal. Et donc maintenant les ondes gravitationnelles. Donc ce sont 4 types de messagers très différents qui nous donnent sur le cosmos des informations évidemment très diverses et complémentaires et qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans l'univers, comment ça se passe et comment, en l'occurrence pour les ondes gravitationnelles, comment la matière se comporte dans des champs gravitationnels très intenses. Et c'est aussi pour ça que c'est fascinant d'avoir accès comme ça aux ondes gravitationnelles, c'est que on va pouvoir obtenir des informations, bien sûr, sur les systèmes astrophysiques qui émettent ces ondes, mais aussi sur la gravitation elle-même, c'est-à-dire sur la façon dont les masses, la distribution d'énergie et la géométrie de l'espace-temps, parce que c'est ce dont il s'agit, c'est pour ça que je voulais faire cette introduction au départ, des informations sur la manière dont les masses et la géométrie du monde sont reliées, et ça, c'est donc une façon d'approfondir notre compréhension de la gravitation, car il faut savoir que bien que la théorie de la relativité générale soit extraordinairement pertinente et parfaitement vérifiée dans tous les domaines où on a pu la tester, nous savons qu'il va falloir trouver une théorie plus profonde de l'espace et du temps qui fait place en partie à la théorie quantique, de même qu'il va falloir trouver une théorie plus profonde que la théorie quantique qui permet de traiter le phénomène de gravitation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la théorie de la gravitation et la théorie quantique, qui décrit tous les autres champs de l'univers, ne sont pas compatibles fondamentalement dans leur formulation, dans leur perspective, et nous savons qu'il va falloir trouver une formulation plus profonde qui permettra de comprendre ces deux aspects distincts du monde, l'aspect quantique et l'aspect relativiste, l'aspect de la relativité, l'aspect de la gravitation. Et ça, on en est encore, je ne sais pas si on en est loin ou proche, mais ça fait longtemps qu'on essaye et on n'y est toujours pas. Des progrès sont faits progressivement, mais certainement d'avoir accès comme ça à de la physique des trous noirs en champ gravitationnel intense et de pouvoir mesurer les ondes gravitationnelles, ça peut que aider, ça c'est certain. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment de quoi être enthousiaste. D'abord, c'est un accomplissement majeur. Pensez aussi qu'il y a des trous noirs de 30 fois la masse du Soleil. On sait qu'il existe des trous noirs même d'1 milliard de fois la masse du Soleil. Mais en système binaire comme ça, donc probablement issu de l'effondrement d'étoiles, on ne s'attendait pas, je dois dire, à ce que des trous noirs aussi massifs
disons, de petites masses, mais massives, je sais pas comment dire, des trous noirs issus probablement de l'effondrement d'étoiles, mais quand même beaucoup plus massifs que simplement le Soleil. On s'attendait pas, à vrai dire, à ce qu'ils se forment de façon aussi facile. Mais ceci dit, pour l'instant, rien ne dit que ces trous noirs soient très répandus. Peut-être que c'est quelques exceptions, auquel cas c'est pas vraiment surprenant. Et simplement, on a vu le premier qu'on voit, c'est les plus massifs, parce que c'est eux qui émettent les ondes gravitationnelles les plus intenses. Bref, il faudra attendre de voir quelques événements de ce genre, des dizaines, des centaines, et ça va pas manquer d'arriver, c'est sûr. Maintenant qu'on a les détecteurs assez sensibles, on va en voir toutes les semaines, je pense, rapidement. Peut-être tous les 15 jours, tous les mois, on verra. Enfin, ça dépend des instruments, puis on va encore gagner en sensibilité. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire des statistiques sur les masses de ces trous noirs, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites d'un point de vue astrophysique, qui sont vraiment fascinants et qui auront de quoi alimenter les recherches pendant des années, des décennies. Et puis, bref, maintenant, cette nouvelle fenêtre ouverte sur le ciel, c'est la fenêtre onde gravitationnelle, est ouverte, elle est ouverte. Donc, il n'y a pas de raison de la refermer. Sauf si on n'a plus de crédit. Mais quand même, après une belle chose pareille, ce serait dommage. Bon, allez, je m'arrête là, ça a été très long, je m'en excuse. En tout cas, je voulais vous faire partager un petit peu de ce bonheur qui a inondé la communauté scientifique à l'annonce de cette découverte, de cette mesure, de cette détection. Et j'espère que il y aura d'autres nouvelles dans ce sens dans les années qui viennent. Et en tout cas, je salue une fois de plus la stratégie multimessager qui consiste à étudier le cosmos à travers tous les messagers accessibles, les photons, historiquement, 40 000 ans qu'on fait de l'astronomie avec les photons, les rayons cosmiques, ça fait une centaine d'années, mais on est encore loin d'avoir fait les progrès qu'on espère pouvoir faire dans les années qui viennent, les neutrinos, tout récemment, et là, donc, depuis hier, enfin depuis le 14 septembre 2015, les ondes gravitationnelles. Voilà, je m'arrête, merci et à bientôt.